C'est assez éloquent de constater la pérennité de ce projet qui a démarré il y a plus de 20 ans au Champ du Monde. L'idée de départ était de produire deux disques d'Ostad Elahi. Et puis il y a eu quelques années un peu où d'autres titres sont sortis avec des couvertures un peu diverses. Puis l'idée d'une vraie collection qui soit un petit peu plus quelque chose de récurrent, avec une fréquence de parution, avec l'idée d'un patrimoine qu'on va distiller savamment pendant plusieurs années s'est fait jour. Et c'est au début des années 2000 a démarré cette collection qui aujourd'hui en est à son volume 11. Et je dois dire que, très franchement, quand on commence une collection, c'est jamais quand elle va se terminer. C'est un peu comme les éditions Atlas, vous savez le premier numéro, vous ne savez jamais quel sera le dernier. Ben nous, on ne sait toujours pas quel sera le dernier, puisque la collection se poursuit 15 ans plus tard, en 2015. On a sorti à peu près tous les années et demie un titre de la collection Stade Elahi. Et elle a survécu, comme quoi il y a quelque chose de très durable dans cette musique. Elle a survécu aux changements successifs qui peuvent arriver dans une maison de disques. Donc, je suis la troisième personne qui se succède euh, autour de ce projet. Et on a même eu la chance en 2014 de l'amplifier à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Ostad Elahi et de cette exposition au Metropolitan Museum de New York. On a eu l'idée de justement produire un livre-disque, quelque chose qui soit un petit peu plus érudit et un bel objet consacré à Ostad Elahi. Et c'était aussi une manière de rendre indirectement hommage à l'écrivain, au penseur. Donc, quelque part, les deux aspects du personnage, du créateur, du penseur se rejoignaient. Et en plus, le public a été au rendez-vous. C'est pareil, on ne savait pas du tout quel serait l'accueil. Et finalement, ce livre-disque s'est arraché au point de devenir notre meilleure vente aux États-Unis en 2014, ce qui est quand même pas rien. Moi, j'ai été vraiment séduit autant par le personnage que par sa musique, parce qu'avoir affaire à quelqu'un qui est à la fois maître à penser, qui, dont on peut légitimement euh, estimer que cette pensée va se perpétuer au fil des siècles à venir, et en même temps un maître de musique au sens comme ce qu'on voit dans les films de Satyajit Ray. En fait, c'est vraiment le maître de musique intérieur euh, qui a quasiment pas eu de public, qui est resté toute sa vie un humble serviteur d'une musique intérieure. Ça, c'était vraiment fascinant. Ça a vraiment suscité ma curiosité. Et j'ai pu mesurer à quel point, non seulement l'artiste est une immense personnalité, mais à quel point elle fait écho sur d'autres musiciens avec qui on travaille aujourd'hui. Moi, je m'évade en fait. C'est vraiment une musique où on ne s'accroche pas du tout. Moi qui suis plutôt de culture musique classique et jazz, je suis totalement démuni en termes de repères. Euh, je ne suis totalement incapable de m'accrocher à des questions de les modes orientaux, la structure de la pièce. Donc je suis une victime idéale, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas voilà, je tombe dans le panneau à chaque fois. Euh, et c'est vrai que parfois, je dirais pas que c'est une notion de transe, mais il y a vraiment quelque chose qui est au-delà de l'évasion. C'est une espèce de relation avec quelque chose qui nous écrase, enfin, qui nous écrase, qui nous dépasse.
Les musiques qui m'ont le plus marqué, en fait, il y a deux aspects. Il y a d'une part l'aspect de la trance, par exemple, m'a vraiment un peu pris dans le cadre de la suite Farangi, qui démarre par une introduction euh, aux apparences très simples. Et en fait, on part dans un long cheminement qui dure 7 ou 8 minutes, et avec l'instrument qui est accordé en secondes, pas du tout dans l'accord. Donc ça veut dire l'étranger, si je me rappelle bien. Et là, il y a vraiment quelque chose qui relève d'une dimension métaphysique qu'on a du mal à expliciter, mais qui est vraiment très troublant. L'autre aspect, c'est l'hommage à Baba Jalili, qui est une pièce d'invocation euh, vers un être supérieur. Et la force du musicien, c'est qu'il arrive, au fil de la pièce, il arrive à sangloter. C'est vraiment une imploration d'une sincérité qu'on ne retrouve pas dans la musique occidentale, quoi. C'est quelque chose de vraiment inédit, enfin inouï pour moi. Alors moi, je pense que cette musique, c'est la musique de l'avenir. On voit bien par les temps qui courent qu'il y a différentes tensions qui tournent tout autour de la spiritualité. Pour moi, il y a les tensions et puis il y a les réponses. Et pour moi, au stade Elaïs, c'est vraiment une réponse. C'est-à-dire que ça fait partie euh, des choses qui peuvent perdurer bien au-delà des modes, évidemment. C'est clair que c'est pas ce qu'on va écouter à Ibiza l'été prochain, mais c'est comme une petite suite de clavecin de Bach. C'est comme un morceau de luth de Dolenz. C'est une musique de méditation qui parle à la terre entière, qui dépasse complètement tous les cadres, toutes les écoles. Donc pour moi, je pense que c'est un univers un petit peu infini. Et je pense qu'on aurait pu, si on avait enregistré tout ce qu'a fait au Stade LAI pendant toute sa vie, on aurait des centaines, voire des milliers d'heures de musique. Hélas, on n'en a que 40. J'ai aucune inquiétude sur le fait qu'elle perdurera. Et je suis même certain que des études se multiplieront. Je suis absolument certain qu'il y a déjà des thèses qui ont été faites sur cette musique et c'est évident que c'est vraiment un univers à découvrir au même titre que la musique de Bach ou de pas mal d'autres génies.